Certains font de la radio pour meubler le silence. Eux, ils viennent le briser. Karima Brick et Rémi Villemure. T'es pas un bang, Karima. Pas toi. Ni toi, Alexandre Moranville. Parce que j'aimais ta phrase. Je me disais, si un jour, il faut un petit montage là, de Villemure, là. Hein? On veut notre bang. Les bangs. C'est les bangs. C'est un rapport à la société, des fois. J'ai pas de nouvelles de bang aujourd'hui, malheureusement. Mais j'aurais aimé ça m'arriver avec une nouvelle un peu sucrée comme ça pour faire une transition douce, mais... Peut-être ton défi pour demain. Ouais. Une nouvelle en lien avec des beignets. Nouvelle alimentaire. En lien avec les bangs. OK, attends. Bon, vous cherchez ça, puis je vais vous en revenir. Là, je te prends un peu pour moi. Mais il est arrivé quoi avec l'espèce de raton laveur là, qui avait comme une colonne coupée? Écoute, il continue à se promener à Seattle, toujours une vedette des réseaux sociaux. Il y a des gens, à chaque fois qu'ils l'aperçoivent, là, ils vont prendre une petite photo de lui pendant qu'il se promène. Mais c'est sûr qu'il a l'air comme une espèce de petit singe étrange. Jimoty. Effectivement, tant c'était le nom qu'il n'y a pas de la ça. rage, tout va bien. Parce que Karima, je l'ai vu tout au long de l'été s'émouvoir, se choquer. Je l'ai vu dans tous ses états, mais ce que Jimoty lui a infligé, là, c'est incroyable. C'est vrai, hein? C'est vrai chercher big time, particulièrement, mais regarde, j'essaierai de te revenir et avec des nouvelles de Bang et avec Jimoty. Peut-être les deux dans une seule, qui sait ce qui s'en vient. À la place, aujourd'hui, j'ai une histoire un peu folle, sérieux, à vous raconter. Tu sais, dans les belles histoires, les belles coïncidences, en voici une. Okay, on s'en va aux Pays-Bas, où la semaine dernière, là, il y a deux femmes qui ont appris quelque chose d'extraordinaire. Okay? Mina et Minal sont deux femmes, je vais vous montrer une petite photo pour ceux qui veulent les voir. Mina et Minal, deux femmes d'origine indienne, mais qui ont grandi dans des foyers d'adoption aux Pays-Bas. Okay? Leurs parents, on ignore qui ils sont. Les deux ont grandi chacun dans un orphelinat, se font adopter par des familles, puis ensuite, vivent leur vie super bien aux Pays-Bas avec des parents qui sont originaires de là-bas. Et là, quand ils sont ados, on est en 96, ils participent les deux à une espèce d'activité pour enfants adoptés, où on leur parle, on les regroupe, ils partagent des expériences. Et les deux se rencontrent à ce moment-là. Puis les deux, non seulement se ressemblent un tout petit peu, mais ils s'entendent extrêmement bien. Ils adorent passer du temps ensemble, développent même une correspondance dans laquelle ils s'appellent « Hey, on est un peu comme des sœurs, les filles. » s'écrivent tout ça. Commencé à me voir venir. C'est pas sérieux. Dans la dernière année. Puis là, ils ont perdu contact complètement depuis qu'elles étaient adolescentes. Depuis les 15-20 dernières années, elles ne s'étaient pas parlé, ne s'étaient pas vues, complètement perdu contact. Et là, elles ont fait des tests sur MyHeritage DNA, une des fameuses plateformes en ligne sur laquelle tu peux faire ça, des tests d'ADN. En font un. Et là, la correspondance est à 100%. Entre les deux, parce que tu peux aller dans la banque de données voir qui s'est enregistré, puis si des gens sont près de toi. 100%, ça n'arrive presque jamais. Ça n'arrive que quand vous êtes sœur biologique ou frère biologique, et c'est exactement le cas. Tout ce temps-là, ces deux filles-là habitaient à moins de 100 km l'une de l'autre. Elles sont des sœurs biologiques, ont été adoptées les deux dans des familles dans le même pays. Les deux se sont rencontrées à l'adolescence, se sont trouvées similaires sans même savoir qu'elles étaient des sœurs. Et l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, là, de l'espèce de selfie qu'ils prennent ensemble, elles ont été réunies à nouveau, enfin ensemble. Puis en tomber des nues, elles sont véritablement les deux de vraies sœurs. On ignore toujours c'est qui leurs parents. Ils n'ont pas été capables de trouver exactement leur origine. Mais tout ce qu'ils savent, c'est que maintenant, ils ont gagné une sœur. Les deux sont rendus mères, ils ont une famille, ils sont dans la quarantaine. Je trouve que c'est une histoire fantastique. C'est quelle coïncidence, quel drôle de hasard dans la vie. La vie, c'est incroyable. Puis, je vais juste préciser, là, ça vient de Reuters, là, ça vient pas de pitputput.com. Là. C'est une vraie nouvelle, cette affaire-là. C'est une vraie nouvelle. Attends, j'ai des nouvelles qui viennent des fois des pitput.com, mais je les contre-vérifie quand même. Je les contre-vérifie, mais oui, c'est un reportage de Reuters, puis c'est assez beau, merci, cette histoire-là. Bon, on rentre des nouvelles d'animaux maintenant. On va parler des animaux, Karima, juste pour toi. Puis ça, je vous avoue que c'est toute une découverte. Moi, ça m'intéresse toujours. Bien évidemment, tout ce qui est nouvelles de cryptides, hein, le Bigfoot, le Yeti, les animaux mystiques, le monstre du Loch Ness, qu'on n'est jamais capable de prouver. Là, on vient de découvrir un vrai animal qui ressemble un peu à ces affaires-là, mais qui est bel et bien réel. Je vous montre une petite image de cette espèce et je me suis pratiqué avant d'entrer en onde, Rémi. C'est le Demogorgonychus arcanus. Okay? C'est pour vrai. C'est le nom qu'on donne à ce poisson. Pour ceux qui ne nous suivent pas en visuel, là, un poisson extrêmement étrange, qui est presque entièrement transparent, tout son corps. Il n'a
pas d'œil du tout. Il est fluo, qu'une même. petite espèce de Oui, coloration comme bleuté. bleu électrique, mais tu peux voir au travers. Tu peux voir ses organes même autour, mais il n'y a pas d'œil. Il n'a pas d'œil du tout. C'est un poisson complètement aveugle qui vit dans un réseau de cavernes souterraines où il n'y a pas une goutte de lumière. On l'a retrouvé dans une étude de l'Université de l'Alabama qui fait des recherches sur les poissons des cavernes. Je vous montre ici une image de la caverne qu'on appelle la Bobcat Cave, qui est un réseau extrêmement exploré depuis longtemps. Tu sais, moi, c'est comme mon pire cauchemar. C'est le mien aussi. Ouais, c'est pas mal, là. Tu sais, faut que tu te penches, faut que tu rampes quasiment pour aller dans l'horreur. des petits endroits où il y a des lacs souterrains, tu sais, des nappes phréatiques qui partent dans l'obscurité la plus complète. On connaît déjà des espèces de poissons, des cavernes qui sont aveugles, comme celui-là. C'est extrêmement rare, puis évidemment, on a bien de la misère à les trouver, c'est sous terre. Mais celui-là, le Demogorgon nictis, on l'a nommé, bien évidemment, pour le Démogorgon, hein, cette figure mythique, c'est ce que je voulais dire, qui, évidemment, est célèbre à cause de Donjon Dragon, de Stranger Things aussi, qui veut dire caché, secret, monstre occulte. Pourquoi? Ben parce qu'on l'a retrouvé dans une nappe phréatique qui est en dessous d'une base militaire américaine extrêmement secrète qu'on appelle la Redstone Arsenal. Et évidemment, ça alimente toutes les théories là, du complot. C'est peut-être une bébite faite en laboratoire, là, cette affaire-là. Là. On a découvert à l'intérieur de l'organisme du poisson toutes sortes de contaminants chimiques qui pourraient venir justement d'expérimentation d'armes à l'intérieur de la base qui partagent la même nappe phréatique que ce poisson-là. Super étrange et super bizarre. Évidemment, ça alimente toutes sortes de spéculations en ligne sur le fait qu'on aurait pu créer peut-être cette espèce-là. Tout ça, c'est à suivre, mais ça existe pour de vrai. Non, ben, Karima, tu sais ce que tu manges ce soir. Oui, c'est ça. Du Gradwin. En sushi. Demogorgonis arcanus. On se le fait pas commander, d'ailleurs. Ben oui, faisons une autre petite nouvelle de poisson, ça vaut la peine. En fin de semaine, il y a un petit gars avec son père qui va toujours pêcher en Pennsylvanie, tout près de Philadelphie. Va toujours, lui, lancer sa petite canne à pêche dans un lac local. Et là, il a tiré un poisson bien différent de ce qu'il tire d'habitude. Sûrement, c'est un achigan qui va sortir, tu sais, des crapets soleil. Là, lui, il pensait que c'était un crapet soleil au début, mais il est pas mal plus gros. Puis on va peut-être mal là-dessus parce qu'il est gonflé, il est rond, mais surtout, il y a des centaines de dents acérées. Il a sorti un piranha. Il a sorti un piranha d'un lac, oui, aux États-Unis, sur la côte Est. Là, évidemment, tout le monde sur le web s'est mis comme à capoter un peu là-dessus. Comment il y a des piranhas dans cet endroit-là. Ils ont appelé le département de la faune pour savoir quoi faire avec tout ça. Puis c'est drôle, c'est que le petit gars de 8 ans, il savait c'était quoi un piranha. Puis il dit « Papa, j'en ai vu sur YouTube des piranhas, il y en a ici. » Et là, ce qui est dommage, c'est qu'on comprend que ce sont des propriétaires d'animaux exotiques qui, des fois, savent plus quoi faire avec leur animal. Puis là, t'as un alligator, t'as un serpent, t'as un piranha chez vous. Puis là, tu te rends compte maintenant que ça coûte super cher, que ça prend plein de place, puis que c'est pas commode du tout comme animal de compagnie. Puis il y a du monde, des beignes, des bons beignes, qui vont mettre ça dans un lac. Ils vont juste lâcher leur piranha sur place. Évidemment, c'est extrêmement mauvais pour l'écosystème. Ça peut être dangereux pour les baigneurs aussi s'il y a d'autres piranhas qui se promènent. Baignade comme ça, les pieds. Oui, tu vas te choper un pied comme ça, là. Voilà, donc ils se sont débarrassés du piranha. Ils ne l'ont pas mangé pour souper, celui-là, mais ça ramène quand même là, toute cette histoire un peu là, de se débarrasser des animaux exotiques. On a le temps pour un petit dernier. Ça m'a bien fait sourire. On se transporte à Svalbard, okay, qui est dans l'Arctique, un archipel de petites îles. Vous comprendrez qu'il n'y a pas grand monde qui habite là. Il fait très fret, merci. Ça appartient à la Norvège. Et là, plus tôt ce mois-ci, il y avait un bateau qui se promenait dans le coin et qui a vu sur une banquise juste à côté un ours polaire. Il y en a beaucoup dans ce coin-là quand même. C'est dans leur dernier refuge peu affecté par les changements climatiques. Et là, il a trouvé ça drôle, le capitaine du bateau, puis décidé de tirer sur la corne de brume pour réveiller l'ours. Puis comme l'ours s'est réveillé en sursaut, bien évidemment, je ferai la même chose, part en courant. Le problème, c'est qu'il y a des témoins oculaires de l'événement et que c'est complètement interdit depuis 1972 à Svalbard de déranger inutilement, d'attirer ou de poursuivre un ours polaire. Il vient de se faire sacrer une amende de 4 550 € pour avoir fait ça. Il l'a accepté, n'a pas contesté en disant qu'il s'excusait puis qu'il ignorait que cette blague envers un ours allait avoir des conséquences. Mais ça, c'est pour tous ceux qui veulent voyager à Svalbard ou dans l'Arctique cet été, cet hiver, cet automne. Vous pouvez aller où vous voulez. Ne dérangez pas inutilement un ours polaire. C'est cute quand même comme nouvelle, ça. Merci, Alexandre. Merci. Salut. Salut.